Alors maintenant, je propose qu'on accueille le professeur Brice Lepiès de l'UCL, qui vraiment dans la complémentarité du projet Milestone va nous faire part de ses recherches sur un public cible, qui est la population des patients dépressifs et avec troubles anxieux. Et que deviennent-ils? Quels sont les facteurs de risque à prendre en considération quand on fait la transition? Voilà, eh bien bonjour à tous. Donc je suis face à un public peut-être en manque de caféine, donc j'espère que ça va bien se passer. Donc voilà. Je voulais commencer par vous saluer tous, remercier aussi l'équipe de l'ULB pour cette invitation et féliciter aussi le professeur Delven et son équipe pour l'obtention de cette chaire en psychiatrie de transition. Pour rien vous cacher, donc je fais partie du groupe de l'UCL avec le professeur de Becker ici présent qui avons aussi postulé pour cette chaire. Donc félicitations à nos collègues de l'ULB pour avoir obtenu cette chaire. Donc mon défi, c'est de faire cette présentation en 30 minutes maximum. Donc effectivement, comme ça a été annoncé, moi je vais vous parler de plusieurs choses. Donc un petit mot sur les objets et les enjeux de la psychiatrie de transition. On parlera effectivement du statut de ces jeunes, des facteurs de risque associés principalement à la dépression, l'anxiété. On touchera un mot aussi sur comment s'organise en Belgique francophone, la transition à l'heure actuelle. Comment aussi faciliter la transition des services pédos, infantaux-juvéniles vers les services adultes. Et je l'espère, on aura un peu de temps aussi pour discuter avec vous. Je pense que c'est un point important. Voilà, alors venant de l'UCL, c'est difficile de parler d'adolescence sans évoquer Philippe Van Merbeek, que vous connaissez certainement. Donc Philippe Van Merbeek, un grand psychiatre de l'adolescence de l'UCL, qui a aussi été le promoteur de ma thèse par ailleurs. Donc lui, en se basant sur d'autres auteurs, d'autres travaux, décrivait 3 temps essentiels de l'adolescence. Donc je suis face à un parterre d'experts de l'adolescence, donc vous en savez beaucoup plus que moi, mais essentiellement 3 temps. Le temps pour voir, donc 12-14, c'est la puberté, l'adolescent, le corps qui change. 15-18, ça c'est le moment, l'acquisition de la pensée complexe, l'acquisition aussi des grandes questions existentielles de l'adolescence. Et puis alors, plus tard, après 18 ans, le temps de conclure. Donc c'est le moment où l'adolescent doit trouver sa place dans la société. C'est le moment où il doit oser le lien à l'autre. Et donc, le groupe dont on va parler maintenant, c'est plutôt ce groupe-là qui est plutôt dans ce 3e stade, dans ce 3e moment d'adolescence, le moment où il doit aussi transiter de l'enfance à l'âge adulte, mais aussi en trouvant une place et un rôle dans la société. Alors, dans la recherche, il y a deux routes, il y a deux veines de recherche qui se sont développées. Une justement qui va s'intéresser à ces adolescents dans ce stade de la transition. Une route plutôt qui va s'intéresser aux questions du développement, aux questions cliniques. Et une autre dont on va parler aussi, c'est celle qui s'intéresse plutôt à l'organisation des soins. Quels sont les besoins spécifiques pour ces jeunes? Quels sont un petit peu les défis en termes de continuité dont on a parlé aussi juste avant. Et alors, dans la suite de cette présentation, j'utiliserai l'anagramme ATIA pour Adolescent in Transition to Young Adulthood. Donc, ça caractérise effectivement ce groupe d'âge des 19-24 ans. Alors, dans ce premier projet où le professeur de Becker a participé aussi, j'ai été un petit peu... Voilà, donc effectivement, donc ici dans ce premier projet, l'objectif c'était de faire un peu l'état des lieux sur le statut de ces jeunes en Belgique. Donc un petit mot sur le background, là aussi je vais aller très vite, c'est des choses dont on a déjà dit, dont on a déjà parlé avant, mais donc ce qu'on sait sur les ATIA, c'est qu'il y a une vulnérabilité psychologique importante. Vous le savez, c'est un moment de transition, c'est des jeunes qui sont confrontés à l'autonomie, on en a parlé, c'est des jeunes qui sont confrontés à un moment de vie où ils doivent trouver une place dans la société. Vous le savez aussi, donc l'OMS décrit que c'est un âge où il y a une prévalence plus importante des troubles de la santé mentale. Par exemple, c'est le moment du pic de fréquence de certaines maladies comme la psychose. J'ai vu que mes prédécesseurs en ont parlé aussi. Ce qu'on constate en ce qui concerne l'accès aux soins, c'est que pour à peu près 25% de ces jeunes, il n'y a pas d'accès aux soins spécialisés ou suffisamment spécialisés. 50% des troubles de la santé mentale chez l'adulte, en fait, trouvent une origine déjà à l'adolescence. Donc, il y a vraiment un intérêt de pouvoir prendre en compte ces problématiques-là dès le jeune âge pour éviter des conséquences à court terme et à plus long terme.
Et enfin, un troisième point dans le contexte, dans le background, c'est plutôt les questions liées au système de soins de santé, où en effet, on en a parlé aussi précédemment, mais à 18 ans, le jeune est considéré comme un adulte, mais en termes développemental, en termes affectifs, l'est-il vraiment? Donc ça pose pas mal de défis, pas mal de menaces aussi sur la continuité des soins. Alors, dans cette première recherche dont je vais vous parler maintenant, donc je vous l'ai dit, il y avait deux questions, plutôt un état des lieux, et aussi s'intéresser aux facteurs de risque par rapport à la dépression et à l'anxiété chez ce public. Alors, juste un petit mot sur la méthode, parce que c'est intéressant, il y a sûrement des chercheurs parmi vous. Donc, en Belgique, il y a toujours cette question de l'accès aux données. Ici, au niveau de la méthodologie, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été en fait piocher des données dans l'enquête nationale, l'enquête de santé nationale par interview. Donc c'est une enquête populationnelle qui est super intéressante parce qu'il y a des échantillons représentatifs de 10 000 participants, dont des adolescents à partir de 15 ans. C'est une enquête avec des données aussi de qualité puisque c'est des enquêtes par interview. Il y a tout un volet sur la santé mentale. Et donc vous le voyez, on avait des données de 2001, 2004, 2008, 2013. Ici, c'est les groupes d'âge. Donc on a divisé notre population en 3 groupes, des adolescents 15-18 ans, notre groupe cible, les ATIA, donc 19-24 ans, et les 25 ans et plus, qu'on considérait ici dans le propos comme les adultes. Alors, qu'est-ce qu'on a pu constater, puisque notre premier point, notre premier intérêt, c'était de faire un peu l'état des lieux sur quel est en fait le statut de santé de ce sous-groupe, les ATIA. Donc, on peut voir ici sur le graphe les courbes. Donc, le premier constat que vous pouvez faire, c'est qu'en fait, en ce qui concerne la dépression, que les taux de dépression, la prévalence de la dépression augmente, mais pour tous les groupes d'âge, que ce soit les adultes, les adolescents ou les ATIA. En ce qui concerne les troubles anxieux, on voit le même schéma quelque part où surtout à partir de 2008, il y a une augmentation dans la population de la prévalence des troubles anxieux. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que les ATIA, donc en rouge, ils ont un niveau significativement supérieur aux adolescents plus jeunes. Alors vous me direz, c'est intéressant, mais c'est des données quand même anciennes de 2013. Donc j'ai été reconsulter les bases de données, puisqu'il y a eu, vous savez peut-être, une enquête en 2018 où les résultats, les rapports commencent à sortir. Et donc ce qu'on voit en fait dans les données de 2018, c'est qu'en ce qui concerne la dépression, ici on est pour toute la population. C'est, le graphe est ventilé par région, mais donc pour toute la population, on voit que la dépression, qui était assez importante en 2013, a plutôt tendance à diminuer dans tous les groupes d'âge. Par contre, en ce qui concerne le trouble anxieux, là on voit que pour tous les groupes d'âge, en Belgique aussi, dans la population, l'anxiété augmente et continue d'augmenter. Voilà, donc là on est plutôt dans des données populationnelles. Alors le tableau n'est pas très lisible, mais je vais vous expliquer un petit peu les principaux résultats. Un autre intérêt dans cette étude, c'était aussi de voir, mais finalement, quels sont les facteurs de risque pour nos ATIA, donc nos jeunes 19-24 ans, quels sont les facteurs de risque de santé mentale, notamment du trouble dépressif et du trouble anxieux. Donc, ce qu'on a pu observer dans cette étude, c'est que le genre était un facteur de risque. Si on regarde ici les autres ratios, on voit que les femmes ont 2 fois plus de risques d'avoir soit un trouble dépressif, soit un trouble anxieux. On voit aussi que le fait d'habiter en région bruxelloise était un facteur de risque pour la dépression, pas pour l'anxiété. On voit aussi, c'était intéressant dans l'utilisation des services, que plus ces jeunes fréquentaient, que ce soit les médecins généralistes ou que ce soit les urgences, plus ils étaient à risque d'avoir un de ces troubles. Et c'est intéressant parce que ça peut avoir des répercussions sur tout ce qui est prévention, sur tout ce qui est orientation au niveau de la première ligne. Et alors, sans grande surprise, au niveau des comportements de santé, ces jeunes qui consommaient du cannabis ou de l'alcool étaient plus à risque d'avoir une de ces 2 pathologies. Alors, au niveau des facteurs plutôt protecteurs, ce qu'on a pu observer, c'est que les jeunes qui étaient issus d'un foyer avec un niveau socio-économique plus favorisé avaient quand même moins de risques. Le risque là était plutôt diminué d'avoir soit un trouble anxieux ou un trouble dépressif. Et alors, un phénomène intéressant, c'est que les jeunes qui avaient un job, un boulot payé, c'était aussi considéré comme un facteur protecteur. Alors, j'ai peut-être oublié d'en parler, mais pourtant c'est important. Dans les facteurs de risque, vous voyez ici social relationship. Donc, le facteur de risque le plus dégradant, le plus
qui amenait le plus de risques justement pour que ces jeunes soient en mauvaise santé mentale, c'était le faible support social. Donc vraiment, si vous voyez par exemple le genre, le facteur de risque était multiplié par 3, mais en ce qui concerne le support social, quand les jeunes étaient dans un support social ou décrivaient leur support social comme faible, le risque était multiplié par 10. Donc c'est aussi quelque chose qui ressortait de manière importante de nos résultats. Alors, au niveau de la discussion, donc je l'ai dit, donc, le trouble dépressif, le trouble anxieux augmente particulièrement depuis 2008. On a vu que ça se maintient pour le trouble anxieux depuis 2018 aussi. En ce qui concerne notre groupe cible spécifique, les ATIA, la prévalence du trouble dépressif est comparable chez les 15-18. On voit que la prévalence du trouble anxieux est supérieure que les adolescents un petit peu plus jeunes. On a aussi essayé de déterminer un profil à risque, quels sont les ATIA plus à risque de troubles de la santé mentale. On voit que le fait d'être une femme, d'avoir un usage inapproprié de substances, l'alcool, le cannabis, et aussi, j'en parlais, avoir un faible support social, ce sont des profils à risque, ce sont des facteurs de risque importants. Les ressources, l'importance de l'intégration et l'intégration sociale, on le disait, c'est aussi un des enjeux de ce stade. En fait, les jeunes qui arrivent entre l'adolescence et l'âge adulte, un enjeu important, c'est l'intégration sociale. Et dans les politiques de prévention aussi, pouvoir proposer à ces jeunes une inclusion dans le marché de l'emploi peut agir comme un facteur protecteur. Je le disais, dans nos données, il y a aussi des choses qui émergent par rapport à discuter de la détection et de la prévention. On le voit que les jeunes, quand ils fréquentent plus de 6 fois par an la médecine générale, ce sont souvent des jeunes à risque de santé mentale. Donc c'est intéressant aussi pour le partenariat aussi de travailler avec la première ligne pour peut-être être un lieu de détection aussi de certains profils à risque et à partir de là aussi proposer des choses pour ces jeunes. Voilà, le point suivant, c'est finalement en Belgique. Donc là, on était plutôt au niveau populationnel, en Belgique aussi, mais ici, on va s'intéresser à comment s'organise la transition en Belgique francophone. Et donc, un petit mot général sur le contexte. Donc ici, je vais m'appuyer sur une recherche qui s'est faite dans le cadre d'un mémoire en santé publique dont j'étais le promoteur, d'Andrea Monforti. Donc on part du cadre général que vous connaissez sans doute, les nouvelles politiques de santé mentale pour enfants et adolescents de 2012. Donc c'est un document qui part de 3 constats de départ. Le premier, c'est que l'offre de services est inférieure aux besoins. Il y a une fragmentation assez importante en fait, des services. On en a parlé précédemment. Et quelque part, les soins ne tiennent pas suffisamment compte de l'environnement du jeune. Les groupes cibles dans ce guide, c'est plutôt les 0-18, c'est la pédopsychiatrie, mais il y a quelques mentions quand même qui sont faites des 16-20 aux 16-23 ans, mais on ne retrouve pas encore en 2012 vraiment ce concept de transition qui nous occupe aujourd'hui. On n'en parle pas vraiment en tant que tel, ce n'est pas encore identifié vraiment comme un groupe spécifique avec des besoins spécifiques. Il y a quand même l'une ou l'autre phrase qui amène un petit peu cette préoccupation-là. On parle plutôt des 16-23 ans, donc pour lesquels il faudrait une offre adaptée et développée pour les jeunes adultes dans la tranche d'âge charnière allant de 16 à 23 ans. Alors qu'est-ce qu'on a, un petit mot sur la méthode pour vous dire un peu ce qu'on a trouvé dans cette recherche. Donc c'était une étude qualitative où il y a 4 réseaux pédopsychiatriques wallons qui ont participé. Donc il y a des case managers, des pédopsychiatres qui ont été interviewés. Qu'est-ce qu'on a pu observer? Donc, notre première question de recherche, c'est finalement, est-ce qu'il y avait un profil type de jeunes, donc d'ATIA, qui aurait besoin de passer par un processus de transition? Ça, c'était notre première question de recherche. Et donc, effectivement, il y a un profil type. Donc, souvent, ce sont des jeunes qui ont un environnement quelque part assez précarisé, dans le sens où l'environnement familial, il y a des relations conflictuelles, il y a une parentalité fragilisée. On voit qu'au niveau de l'environnement social, ce sont des jeunes qui sont repliés, qui sont dans des situations de décrochage scolaire. On voyait aussi le principe d'homophilie, c'est-à-dire que c'était des jeunes qui étaient en difficulté, qui restaient avec d'autres jeunes en difficulté, avec un phénomène un peu de boule de neige. Un environnement socio-économique aussi défavorisé, donc plus souvent des milieux défavorisés, des parents avec un faible niveau d'éducation, une vulnérabilité psychique importante chez le jeune, beaucoup de troubles de l'attachement, la problématique des doubles diagnostics que vous connaissez, donc c'est un retard neurodéveloppemental, un retard mental, plus un trouble psychiatrique.
Voilà. Alors, ce qui a été intéressant dans cette recherche, c'est un vocable qui a été souvent utilisé de manière tout à fait indépendante. Donc, chaque fois que l'étudiante allait interviewer les pédopsychiatres et les case managers, il y a un vocable qui revenait souvent pour qualifier ces jeunes qui étaient justement dans cet environnement précarisé et qui auraient besoin de passer dans un processus de transition. Est-ce que vous savez quel était ce vocable ? C'est venu comme ça, hein, de manière tout à fait indépendante, par plusieurs personnes qui utilisaient le même vocable pour qualifier ces jeunes. Est-ce que vous savez Oui, tout à fait. Bravo, bonne réponse. Voilà. Et c'est super intéressant parce qu'en lisant le programme, j'ai vu qu'il y a un atelier l'après-midi. Donc, je fais un petit teasing aussi. Il y a un atelier organisé sur ce. Donc, c'est vraiment un vocable qui a émergé comme ça avec certains jeunes qui nécessitent la transition, mais qui justement sont ceux qui en bénéficient le moins parce qu'ils sont un petit peu incasables. Et donc, ce qui était mis en évidence dans cette étude qualitative, c'est que en fait, il y avait vraiment chez ces jeunes-là une espèce de comme une bille de flipper, quoi. Ils étaient un peu renvoyés d'un endroit à un autre, d'une institution à une autre. On ne savait pas trop bien où les mettre, etc. Donc, c'est un petit peu les préoccupations pour la continuité des soins dont mes prédécesseurs ont parlé et dont on va reparler. Voilà, donc j'essaie d'aller un peu vite, hein. Mais voilà, donc il y avait deux autres questions aussi importantes, c'est finalement, mais comment est-ce que les professionnels de la santé, les pédopsychiatres, les case managers qui s'intéressent à ce public cible, comment est-ce qu'ils organisent la transition et quel est un petit peu le rôle plus spécifique du case manager. Donc ils nous ont présenté cette situation qui est une situation un peu dans un idéal, voilà ce qu'on devrait faire, mais vous verrez, il y a aussi des contraintes. Et donc en gros, ce qui est préconisé dans le discours, dans la volonté, dans l'intention, c'est une approche personnalisée, au cas par cas pour chaque jeune. Alors les questions importantes, c'est quand est-ce qu'on va effectuer la transition. Donc c'est préparer la transition, parce que comme je le disais, souvent 18 ans, c'est le moment où on doit faire la transition, mais pouvoir préparer et partir plutôt du est-ce que le jeune est prêt à faire cette transition. Idéalement, donc anticiper, hein, ça ne se faisait pas toujours, mais idéalement déjà préparer les choses, ne pas le faire à 17 ans et demi, 17 ans 3/4, mais déjà se poser la question 1 an, parfois 2 ans avant. Les réunions de concertation intersectorielle qui sont un moment important pour mettre en commun les acteurs et notamment les acteurs au niveau intersectoriel. Et donc ça c'est important parce que c'est souvent un des conflits qui revient, c'est que souvent c'est des acteurs qui ne se connaissent pas bien, qui sont dans des secteurs différents, le monde de la justice, le monde social, qui sont avec des temps différents, qui sont avec des dynamiques différentes, des acteurs qui ne se connaissent pas très bien. Et donc ça, c'est vraiment un élément important. Et le case manager, notamment, avait parfois un rôle de facilitateur pour faire se mettre en commun ces personnes-là. Donc mise en place d'un réseau autour du jeune pour construire un projet à long terme, vraiment cette volonté d'éviter les ruptures, hein, la notion de continuité qui est importante. Mobilisation voilà, de différents services, hein, les services sociaux, mais aussi les services du monde judiciaire, le SAJ, le SPJ, et bien sûr aussi l'implication du jeune et de sa famille quand elle est présente. Voilà. Alors, je le disais, donc ça, c'est une vision un peu idéalisée de ce qu'il faudrait faire, mais évidemment, comme toujours, il y a des contraintes, il y a des barrières, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Notamment, une des contraintes, c'est que souvent, le public cible, les jeunes eux-mêmes, étaient plutôt méfiants, on ne connaissait pas très bien la psychiatrie adulte, les services adultes, donc il y avait une peur. La problématique de la vulnérabilité psychique de ces jeunes, les troubles de l'attachement étaient aussi un défi. Une méconnaissance, c'est aussi quelque chose qu'on a constaté dans cette étude, une méconnaissance aussi des acteurs de terrain, vraiment des spécificités, de l'importance de s'intéresser à la transition. Et c'est aussi l'intérêt d'une chaire comme celle-ci, c'est de mettre peut-être en question, de faire en sorte que ces concepts de la transition percolent aussi sur le terrain. Les difficultés à travailler en réseau, donc le réseau c'est bien beau, mais ça amène aussi cette nécessité de se connaître, de se rencontrer, voilà, du temps que ça prend, etc. Le manque de communication entre les différents secteurs, ça c'est quand même quelque chose qui ressort de manière assez importante, hein. Je le disais, avec des logiques différentes, des temps différents, parfois des rapports de force, des rapports de pouvoir, la question de la responsabilité qu'il y a aussi derrière. Et ce qui ressortait aussi, c'est quand même quelque part du point de vue des gens de la santé mentale, il y avait un peu voilà, comme s'il y avait toujours cette scission entre le monde enfant, pédo, et le monde adulte. Donc ça, c'est quelque chose qui ressortait. Ce qui va plutôt au contraire agir ou qui a été identifié comme des facteurs facilitants qui allaient permettre de dépasser les barrières, c'est
les groupes de travail qui sont parfois organisés au niveau de l'intersectorialité. Donc je fais partie de la plateforme de concertation namuroise en santé mentale et c'est vrai que c'est des missions importantes où on essaye de mettre en collaboration les différents acteurs, que ce soit justement les plateformes, les coordinateurs des réseaux de santé adulte, de santé pédopsychiatrique. Donc il y a vraiment cette importance que ces acteurs puissent se rencontrer, avoir des espaces de concertation, de dialogue, de créer des groupes de travail. L'importance de la formation continue, mes collègues en ont parlé juste avant, donc la formation manque un petit peu. L'interdisciplinarité, les réunions de concertation, le case management, quand il est bien compris, parce que ce qui ressortait de notre donnée aussi, c'est que parfois le case manager était cantonné dans un rôle administratif. Or, il peut avoir vraiment cette mission d'être celui qui vient un petit peu dans les interstices et mettre en dialogue les acteurs issus de différents secteurs. L'importance des équipes mobiles pédopsy qui sont plus proches de l'usager et qui souvent vont développer une attention et développer des services plus spécifiques et répondre aux besoins plus spécifiques de ces jeunes. Et alors un dernier point qui était important, c'est la flexibilité des institutions, parce qu'en fait, comme on le disait, les INCASA, les institutions, elles ont du mal parce qu'ils rentrent pas vraiment dans leurs critères d'admission. Donc quand les institutions restent très fixes par rapport à quel type de jeunes on prend, le fait d'avoir un peu de souplesse par rapport à ça, ça permettait une transition plus facile. Voilà, donc manque de communication entre les différents secteurs, c'est vraiment un des points importants qui ressortait. Par rapport à ça, ce qui est intéressant au niveau légal, donc le décret de la protection de la jeunesse 2018, il y a un conseil de prévention qui a 6 missions, et vous le voyez, une des missions, c'est de favoriser la concertation et la collaboration de l'ensemble des acteurs en matière de prévention. Donc on voit qu'il y a un cadre légal, administratif qui permet de mettre en commun les acteurs. Maintenant, ça dépend aussi de culture, ça dépend aussi de tradition, ça dépend aussi de conscience des professionnels de santé, de vouloir mettre en place justement cette dynamique de travail dans la collaboration. Un autre concept qui est important, c'est le concept de trajectoire de soins. Mes collègues juste avant on a un petit peu parlé, l'importance d'avoir de la continuité dans la prise en charge. Donc historiquement, le concept de trajectoire de soins vient plutôt des maladies chroniques, avec les itinéraires chroniques pour le diabète, l'insuffisance cardiaque, des maladies comme ça, l'oncologie aussi. Ces dernières années, c'est un concept qui a été aussi introduit indépendamment de la santé mentale des adolescents, mais dans le champ de la santé mentale. Et donc l'idée, c'est vraiment de soutenir une trajectoire de soins qui soit cohérente, qui soit continue, adaptée aux besoins spécifiques du groupe, mais ici les ATIA, et à leur stade développemental. Donc c'est vraiment ça l'idée, en partant du principe qu'il y a différentes menaces sur une trajectoire. Donc une trajectoire n'est pas toujours cohérente. Je trouvais très intéressant le graphe qui a été montré juste avant, la mosaïque, où on voyait qu'en Belgique, en fait, on était vraiment dans des trajectoires complètement hétérogènes. Et donc c'est vraiment de ça dont je vous parle maintenant, avec des facteurs plutôt internes qui sont liés en fait à la maladie aiguë chronique. Au premier professionnel qu'on va rencontrer, a-t-il un intérêt pour la transition? A-t-il conscience des enjeux derrière? Et alors, surtout, des choses sur lesquelles on peut agir, c'est la question de l'organisation des services. Comment les services sont-ils organisés? On a vu qu'il y avait des pays où il y avait des trajectoires structurées. En Belgique, c'est très libéralisé, chacun fait ce qu'il veut. Donc d'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, ça donne des mosaïques. Donc la question que j'amène ici dans le cadre de cette chaire, donc je n'ai pas la réponse, mais je trouve que c'est une belle question à mettre au travail et je vois que mes collègues ont déjà commencé, donc ça c'est super chouette. Mais en fait, quelle est la trajectoire de soins qui serait efficiente et efficace pour notre groupe cible, principalement dans ce contexte, en tous les cas en Belgique, de grande fragmentation des secteurs, des services. Alors on dit parfois qu'un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, mais donc ce qu'on voit, c'est que nos jeunes, ils sont effectivement entourés de différents services et que quelque part, la trajectoire de soins dans un contexte de fragmentation, ça tourne un peu en rond avec quelque chose qui n'est pas très efficace, qui n'est pas très efficient. La finalité, c'est d'arriver vers quelque chose qui serait plutôt de cet ordre-là, avec des services qui se mettent autour du jeune, qui rencontrent ses besoins, ses spécificités, qui collaborent bien et qui vont peut-être permettre une trajectoire plus cohérente, plus efficiente. Voilà, je vous parle brièvement d'un dernier projet parce que c'est des choses qui ont été aussi abordées juste avant. C'est une revue de la littérature qu'on a fait justement sur le concept
de transition. Donc, l'objectif, c'était d'identifier les dimensions à considérer pour améliorer la transition des services pédopsie vers les services adultes pour notre groupe cible, les ATIA. Voilà. Donc, ce qui ressort de cette recherche, c'est que si on veut améliorer les choses, on a plusieurs niveaux à considérer. Le niveau du patient, le niveau du professionnel, le niveau de l'organisation en veillant à la question de l'accès, la question de la continuité, la question de la qualité des soins, les politiques de soins, c'est aussi un niveau important, et le niveau éthique aussi qui est un niveau important. Mes collègues en ont parlé. Je vous avais promis de ne pas être trop long, hein, donc je ne vais pas développer ce slide ici, mais en tous les cas, c'est différentes dimensions qu'on peut aborder si on s'intéresse justement dans comment améliorer les choses pour cette transition, ces différents niveaux d'intérêt que chacun peut développer vraiment de manière plus spécifique. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Lepiès. Très, très intéressant aussi. Décidément, cette matinée était très, très riche. Alors, nous avons le temps pour quelques questions. Alors, moi, j'ai vraiment beaucoup appris dans votre étude qui trace déjà des jalons pour les nouvelles prises en charge. Je me disais quand même, tiens, est-ce que du coup, être femme est un facteur de risque ? Parce que alors moi je me demandais, est-ce que c'est pas parce que justement le sexe féminin a tendance à aller plus vers les structures de soins et vers les appels d'aide. Donc je me demandais ce que vous pensiez par rapport à ça. Ben, c'est vrai que je l'ai montré dans les résultats. Donc, ce qu'on a vu au niveau populationnel, c'est que les femmes avaient plus de risques du trouble dépressif, du trouble anxieux. Par ailleurs, c'est une donnée qu'on connaît quand on regarde au niveau épidémiologique. Les femmes pour la santé mentale sont plus à risque. Alors, il y a plusieurs hypothèses là-dessus, des hypothèses plus liées aux dimensions plus neurodéveloppementales, des hypothèses plus sociologiques aussi, liées peut-être au rôle, etc. Donc, on est dans une société qui met pas mal de choses en place pour diminuer les inéquités de genre, donc tant mieux. Mais c'est vrai que c'est un constat qu'on voit dans d'autres études, que les femmes sont plus à risque. C'est souvent un facteur de risque pour la santé mentale en tous les cas. Et c'est ce qui ressortait ici pour l'anxiété et le trouble anxieux. Pour la dépression et le trouble anxieux, pardon. Merci beaucoup. Alors je vois que l'assemblée chauffe. Je propose au docteur Calvois de commencer, mais je vais peut-être me balader. Il y a un micro sans fil. Peut-être qu'on va changer. Voilà. Oui, bonjour, merci pour votre exposé. Mais il y a quand même quelque chose, une question que je me posais. Vous parliez de prévoir 1 an et demi, 2 ans à l'avance une transition entre la pédopsie et les jeunes adultes. Ça me semble quand même un peu illusoire de préparer ce genre de choses aussi longtemps à l'avance, tenant compte de la temporalité à la fois réelle et psychique des jeunes adultes. L'autre chose, c'est que vous parliez des gens à risque qui consomment à la fois de l'alcool et des substances, on va dire, récréatives. Ça me semble quand même aussi être un symptôme. Et que c'est peut-être dans l'autre sens que ça peut aller aussi. Merci pour... je sais pas si... Oui, merci pour vos questions. Donc, sur la première question, je dirais que c'est peut-être illusoire, mais donc c'est vrai qu'on parle de santé mentale en général. C'est important de distinguer parce que santé mentale, ça veut tout dire et rien dire. Donc, il y a des maladies chroniques, des troubles neurodéveloppementaux, il y a l'autisme, il y a des maladies, on sait, qui seront chroniques. Et il y a effectivement des problématiques plus aiguës. Donc, effectivement, là, c'est compliqué de mettre des choses... de les prévoir fort en avance, mais les jeunes dont on sait qu'ils ont une problématique chronique et on sait que vraisemblablement on a des arguments pour dire qu'ils auront besoin d'un soin continu. Là, ce qui était recommandé en tous les cas dans la littérature, c'est ce qu'on appelle le joint working, c'est-à-dire que
on a parlé d'une division, un peu comme si le monde pédopsie, le monde adulte étaient deux univers, deux galaxies différentes. Donc d'avoir vraiment toute cette collaboration, ça a été évoqué par mes collègues aussi dans la formation. C'est un des points, l'étude de la KUL, sur justement dans la formation, comment mettre en commun déjà les pédopsies, les psy adultes pour qu'ils se connaissent tout simplement. Donc je pense que ça c'est une piste possible. Alors évidemment il y a des situations aiguës qui arrivent où c'est difficile d'anticiper, mais là c'est comme la médecine d'urgence, etc. On fait ce qu'on peut au moment donné, mais dans certains cas on peut tout à fait anticiper. Et justement en agissant sur les structures, la connaissance des structures, la mise en commun, parce que c'était une demande des patients souvent qui disent bah oui mais vous m'envoyez chez un de vos collègues mais je ne le connais pas, moi j'ai un petit peu peur, surtout qu'on est avec un public qui a des troubles de l'attachement, on l'a montré, des gens qui sont ballottés, qui ont parfois une histoire très fragilisante, c'est parfois leur état de santé mentale est parfois la conséquence d'une vie où ils sont très fragilisés, ballottés d'une institution à une autre, d'une famille qui est un peu inexistante. Donc il y a des choses qu'on peut anticiper, je pense, mais c'est vrai que comme vous dites, il y a des choses qu'on ne pourra pas anticiper. Voilà. Et sur la deuxième question, qui était, rappelez-moi en 2 mots, votre deuxième question. Oui, c'est ça, le lien, voilà, un peu, voilà. Donc forcément, ici, c'est pas vraiment... les études de causalité, ça demande d'autres designs, ça demande d'autres méthodes. Ici, on voit qu'il y a une association entre les deux. Maintenant, c'est un peu l'œuf et la poule. Est-ce que c'est le fait qu'ils consomment qu'ils aient plus de risques, ou est-ce que c'est comme ils sont anxieux, dépressifs qu'ils consomment? Dans ce genre d'études, ce n'était pas l'objectif, mais c'est difficile de le dire. Voilà. Oui. Brice, mais tu as déjà lancé quelques pistes de recommandations et je te rejoins. Moi, il me semble qu'un des grands défis, ça va être les paradigmes entre la pratique pédopsychiatrique et la pratique adulte. Autant, effectivement, il y a des liens, il y a des communications, mais autant l'enfant, son entourage, son environnement est central dans toute prise en charge, qu'elle soit évaluative ou thérapeutique, pour les professionnels de l'enfance et de l'adolescence, autant c'est l'individu, le patient, qui est effectivement l'attention première, parfois exclusive quand même, des confrères adultes. Alors je pense que la transition, en tout cas, ce mouvement, ce défi va entre autres résider là. Alors de ton expérience, quelles seraient les recommandations peut-être par rapport justement à ce défi, qui pour moi est central dans ces enjeux de la transition? C'est comment mettre en commun les pratiques, les paradigmes des uns et des autres. Tu l'as évoqué, hein, mais pour moi le grand gap il est là. Parce que c'est quand même des focus différents. Au niveau éthique, au niveau clinique, au niveau juridique. Parce qu'une fois que tu as la majorité, il est hors de question de commencer à dire aux parents du jeune adulte les données, alors que les pédopsychiatres ou les professionnels, psychologues et autres qui travaillent avec l'enfant, d'emblée associent le parent, l'entourage dans ce travail clinique. Donc pour moi, je voudrais avoir ton gars là-dessus. Merci pour cette question qui était effectivement un des points que je n'ai pas pu développer dans le dernier slide. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est quelque chose qui est décrit par les acteurs de terrain. Enfin, la question des 2 univers différents où dans le monde pédo, on inclut d'office la famille. En fait, on est vraiment dans un système basé sur l'enfant ou l'adolescent et son environnement social direct. Parce que déjà, il est mineur, donc les parents ont aussi légalement un droit de regard, quand les parents sont là, bien sûr, mais un droit de regard, un droit d'information. Et puis alors, dans le monde adulte, c'est vrai que c'est un autre paradigme où il est considéré comme un adulte parce qu'il a 18 ans, mais c'est ça un petit peu le défi. Est-ce qu'il a 18 ans, ok, mais est-ce qu'il a la maturité? Est-ce qu'il a vraiment cette autonomie au sens éthique du terme nécessaire? Et donc c'est là où justement l'éthique est importante et je reviens sur des notions de formation et aussi de se dire, oui, il y a ce que l'administratif nous dit ou le fait qu'il a 18 ans, il y a les habitudes, les traditions, les manières de faire. Mais justement, il y a un public vraiment spécifique qui est un petit peu entre deux, d'où la transition, et pour lequel les prestataires de soins, qu'ils soient médecins, infirmiers, psychologues, les intervenants, les case managers, les réseaux, etc., doivent justement intégrer cette spécificité-là où ils sont... voilà, parce que ça pose des questions éthiques, juridiques. Est-ce qu'on partage l'info ou pas? Et donc souvent, c'est revenir à l'intérêt du patient, donc lui poser la question. Je pense qu'un autre point qui était abordé dans la dimension éthique, c'était le stigma, où quelque part ce dont on parle, c'est organiser la transition, transférer de la pédo à la psy, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Parfois, si on revient aux besoins du jeune, ce n'est pas toujours nécessaire de le transférer. Donc ça, il faut toujours revenir à la réalité du moment, aux besoins spécifiques.
Hein, tu connais le concept, dans notre jargon, on utilise aussi le terme de carrière psychiatrique. Donc on voit des jeunes qui vont vers la médecine, vers la psychiatrie, parce qu'ils sont dans des systèmes sociaux, familiaux, un peu déficitaires, carencés. Et puis ils se retrouvent un peu en psychiatrie, rencontrent un lieu où il y a quelque chose d'intéressant, et puis ils y restent. Alors est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Ça pose toutes ces questions-là. Donc moi, je n'ai pas de réponse, évidemment. Mais je pense que ça pose ces questions. Can I add to that? I think it's important that from both both sides, flexibility will take a more important place into the way that we work. We see now, based on also important studies that have been done in adult psychiatry, that the importance of social support system and family is very high. For example, in the outcome of after a suicide attempt, in the outcome of anxiety and depression disorders, the influence of your social support system is an even important factor as having medication, for example. And I think that all these things we need to include into the way that we work. And then it doesn't become a paradigm. Then it's your young people who says at 18 and a half, I want my parent next to me. And we think I need then the flexibility to say, it's okay that you are still depending on your parent. You still have till 25 or till 30 or maybe till 60 to be independent. Maybe you never will be completely independent. I think that is I think that more flexible ways of thinking are important. We all know the theory, and when we say it as such, everybody says, yes, we know. And when we then are in our daily practice, it's not so easy or so how do you say, so easy to do as such. It's the same for child psychiatrists. When I have a young people who says, I want to come alone with you, and you cannot inform my parents, then I am in a legal difficult situation, and I start discussing why not, and maybe it's better. And at 17, maybe I should accept and say, okay, you can do it your own way, but in this case, I will inform your parents, or in this case, we have a legal situation. So I think there will be no white and black answer. It's somewhere in the middle, and we should accept all different kind of work forms. Merci. Sophie Mas, pédopsychiatre. Je voulais profiter de la présence de représentants de nos ministres aussi pour peut-être attirer l'attention sur, bien entendu, dans notre champ, la nécessité d'acquérir peut-être un petit peu plus de souplesse dans la prise en charge justement de ces jeunes en âge de transition. Mais c'est clair qu'en Belgique, nous jouissons à certains niveaux dans les soins pédopsychiatriques ambulatoires et hospitaliers d'une certaine souplesse pour la prise en charge. Elle ne doit pas nécessairement s'arrêter à 18 ans pile, mais il y a d'autres secteurs dans lesquels la transition n'est pas facilitée, n'est pas du tout assurée. Je pense par exemple au centre de jour pour adolescents, je pense par exemple aux interventions de l'aide à la jeunesse, les foyers, etc., avec lesquels nous devons collaborer. Et je pense qu'il y a effectivement peut-être de la souplesse à prévoir dans les textes de loi qui organisent la collaboration et la prise en charge autour de ces jeunes en âge de transition. Vous pouvez parler un peu fort parce que le temps que le micro arrive. Déjà, quand il y a une consultation pour un jeune qui plus âgé, disons de 25, un peu plus, le fait de travailler avec les familles et les thérapeutes de famille peut être une forme de prévention, dans la mesure où déjà maintenant on travaille avec la famille interne de la personne en crise, mais on pourrait imaginer aussi des médiations où la famille est invitée et pas seulement uniquement le jeune ou la personne en crise. Et donc ça se pratique déjà, mais je pense que le modèle inspire vers être plus à l'écoute
des proches, des familles, dans l'intérêt aussi des gens qui souffrent, parce que dans une famille, il y a plusieurs qui souffrent, évidemment, et que donc le fait de mettre en lien cette souffrance commune à travers des dispositifs familiaux est intéressant, parce que ça allège le poids. Donc, on connaît bien au niveau systémique déjà, mais aussi le développement des liens dans les familles et dans les groupes, très important. Oui, moi je vous rejoins tout à fait sur cette intervention. Il y a des exemples concrets, par exemple dans le Namurois à Saint-Martin, le docteur Serge Mertens organise des groupes de rencontres multifamilles pour des familles en fait d'usagers qui souffrent de psychose. Et en fait, il y a vraiment un grand intérêt d'une part pour les familles, mais aussi pour les usagers. Parce que les familles en fait déstigmatisent un peu, posent des questions qu'on ne s'est pas toujours posées au monde médical. Et donc bien sûr, tout ce qui peut faire support et tout ce qui peut aller dans ce sens-là est intéressant. Et c'est vrai que parfois ouvrir au-delà de l'approche strictement individuelle à la famille, c'était aussi un des constats du guide des politiques de santé, qu'on ne s'intéresse pas suffisamment aux déterminants sociaux de la santé, et notamment les familles. Donc il y a plusieurs sphères qu'on peut intégrer. Bien sûr. Merci beaucoup.